Salam alaikum tout le monde. Alors on continue avec notre cours de cardiomyopathie. On a abordé déjà la cardiomyopathie dilatée et dans cette vidéo on va passer à la cardiomyopathie hypertrophique. Alors par définition, qu'est-ce que c'est que la cardiomyopathie hypertrophique? Il s'agit d'une hypertrophie myocardique segmentaire ou bien globale. Voilà, juste un segment bien complètement global. Mais souvent elle est asymétrique. Asymétrique, mais t'as juste jihad, il est hypertrophique. Surtout le côté gauche, on a beaucoup plus à le ventricule gauche, mais c'est la majorité des cas, elle est au niveau du septum interventriculaire. Voilà, donc le septum ternain, il va être atteint. Donc on va essayer un petit peu de dessiner. Bon, comment est-ce que je vais dessiner? Donc, comme ça, comme ça. Donc ça, ce sont les cavités droites. Et là, c'est la cavité gauche. Bien sûr, on a le ventricule gauche, il est beaucoup plus épais. Ici, donc voilà. Dès l'épaisseur. Et on a le septum. Le septum, normalement, l'épaisseur terreau ne dépasse pas 11, voilà, on va dire 11, voilà, 11, 12 d'épaisseur, 11 mm, 12 mm. Et bon, beaucoup plus 10 mm, on peut dire. Donc 1 cm, on va dire. D'accord? 1 cm. Mais dans la pathologie hypertrophique, eh ben, il va s'hypertrophier. Il va s'hypertrophier ou l'épaisseur terreau, elle va dépasser 15 mm. Vous imaginez, il va arriver dans certains cas à 30 mm, c'est-à-dire 3 cm. Vous pouvez imaginer donc cette épaisseur énorme qui est qui est très grave, qui a des complications majeures sur la fonction cardiaque. Et voilà, donc voilà. En général, le septum ternain interventriculaire, bon, ça diffère rien entre l'homme et la femme. Chez l'homme, c'est entre 6 et 10 mm, pour voilà, être plus précise. Et donc chez la femme, c'est entre 6 et 9. Voilà, 6 et 9. Très bien. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va y avoir une hypertrophie du VG et qui va surtout se localiser beaucoup plus sur le septum. Le septum est vraiment très épais. Vous pouvez imaginer. Et cette hypertrophie est concentrique. Concentrique, تدخل للداخل ولا excentrique. Excentrique, c'est-à-dire il s'épaissit comme ça ويروح لبرا. بصح concentrique هو يدخل للداخل. كي يدخل للداخل c'est très grave parce que la cavité صغار. La cavité كانت عامله هكا. صون بعد هو تعمر ولات هكا. صغار. Vous imaginez ولات غير هاد الصغيره. ولات كاع épaisse من هنايا. Voilà. Très bien. Donc alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc cette hypertrophie avec cette augmentation de l'épaisseur du septum interventriculaire, elle va constituer un obstacle à l'éjection. Lorsqu'on a un obstacle à l'éjection, on va parler d'une cardiomyopathie hypertrophique obstructive. C'est ce qu'on dit. Alors, obstructive, elle est donc fréquente dans 30% des cas. Donc voilà, elle n'est pas vraiment très fréquente. Voilà, donc c'est 30% des cas, mais 30% c'est énigme lila. Lorsqu'elle ne constitue pas d'obstacle à l'éjection, on va parler d'une cardiomyopathie hypertrophique non obstructive. Là, on va seulement s'arrêter à cardiomyopathie hypertrophique. Voilà. Mais si elle est obstructive, on va ajouter avec le O, le obstructive. Alors, donc c'est la première cause de mort subite chez le sportif jeune. Voilà. Sa prévalence, chez la population générale, elle est estimée entre 0,02 et 0,2%. Voilà. Donc, diagnostic différentiel. Encore une fois, on a des diagnostics différentiels qu'il faut éliminer avant de parler d'une cardiomyopathie hypertrophique. Les huma. Donc, il y a la cardiomyopathie dilatée, il y a une cause ischémique, une cause valvulaire, une cause hypertensive et une cause génitale. Éliminer, c'est une cardiomyopathie dilatée. Si par exemple, j'ai trouvé une cause valvulaire, non, c'est vrai, il y a une dilatation d'origine valvulaire. Toujours. Alors qu'ici, les diagnostics différentiels que je dois éliminer, en premier, c'est bon, tout ce qui est augmentation de la poste de charge, c'est-à-dire une hypertension artérielle, un rétrécissement aortique, ou là chez le sportif jeune, c'est-à-dire un sportif donc de haut niveau. C'est vrai, le VGTO, il va s'hypertrophier, ou bien complètement le cœur TO va s'hypertrophier, mais c'est dû à une adaptation. Et puis, c'est une hypertrophie qui est, dans la majorité des cas, qui est symétrique et qui ne va pas dépasser 15 mm. Vous voyez? Donc, voilà, on a des critères. Voilà. Et puis, s'il va arrêter le sport TO, un test, voilà, tu vas arrêter le sport pendant, on va dire, 3 mois, 6 mois, voilà. Et on va
réévaluer le patient هذا نعاودو نديرو له اون ايكو ونشوفوا الا نقصت ليبرتروفي نقدر نقول باللي السبه تاعها كانت لو سبور دو او نيفو فوالا مي الا ما نقصتش معناتها écoutez là c'est une autre étiologie voilà. Très bien, donc on a les étiologies qu'il faut éliminer. Alors, quelles sont les vraies étiologies? Donc, on a une cause, une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique, et là, c'est-à-dire génétique. Le sarcomérique, là, c'est une mutation d'un gène qui code pour une protéine du sarcomère. Donc, ça ressemble à la cause génétique de la CMD. Alors, c'est l'étiologie la plus fréquente. Et souvent, la transmission, elle est autosomique dominante. Donc, encore une fois, voilà, c'est inquiétant. Donc, il a quand même une famille atteinte. Donc, la descendance, on va dire, comme ça, les descendants de malheureusement porteurs, ou mais chez porteurs en réalité, c'est autosomique dominant, c'est-à-dire directement atteinte. Mais cache porteur, c'est un ou là. Très bien. Donc, elle est retrouvée dans 40 à 60% des cas. Il y a les sarcomériques génétiques. Ensuite, on a l'étiologie non sarcomérique, donc 5 à 10% des cas. C'est pas génétique. On a plusieurs autres étiologies. Donc, le pronostic il est souvent plus péjoratif. Parce que l'atteinte est exclusivement cardiaque. Une atteinte extracardiaque. Il y a plusieurs organes. Voilà, donc 5-10% des cas n'est pas très fréquente. On a par exemple une erreur innée du métabolisme, une cause toxique. Encore une fois, alcool, donc des drogues, voilà, médicamenteuses. Surcharge, voilà, encore une fois, l'amylose, l'hémochrose. Donc ça dépend le mécanisme en réalité. Malformatif et peut-être mitochondrial. Donc voilà. Une cause indéterminée dans 25 à 30% des cas. Malheureusement, dans 25 à 30% des cas, on ne peut pas savoir quelle est la cause. Voilà. Physiopathologie. Très important de comprendre la physiopathie. La physiopathie, donc puisque dans la majorité des cas, on a une atteinte génétique, donc anomalie génétique, est responsable d'une désorganisation architecturale myocardique. L'architecture, tel le cœur, tel le myocarde, elle va être détruite. Voilà, complètement. Une destruction, une désorganisation, donc complètement anarchique. Ce qui fait, donc, le mécanisme c'est l'hypertrophie. C'est pas la dilatation. Voilà. La dilatation, c'est une perte de l'architecture. Mais, dans ce cas, la perte d'architecture, elle s'est faite par une hypertrophie des myocytes. Et donc, on aura la technique de la fibrose. Dans ce cas, il y a une fibrose extensive. Voilà. Donc, ça, on peut le voir sur l'aspect macroscopique. Ça, donc, puisqu'il y a l'hypertrophie, on a dit une atteinte diastolique. On l'a cité, j'espère, au début. Alors, bon, c'est une atteinte diastolique. Très bien. Donc, je vais la première vidéo normalement. Donc, voilà. On a la cardiomyopathie dilatée. Une atteinte systolique parce que le cœur, le VG, il est dilaté. Il ne peut pas éjecter. Il ne peut pas se contracter. Donc, il est beaucoup plus atteinte diastolique. Alors que dans l'atteinte ou dans la cardiomyopathie hypertrophique, dans ce cas, le cœur n'aura pas le temps de se remplir, de se relâcher. Donc, on aura une atteinte de la diastole. D'accord? C'est la fonction diastolique du cœur qui va être atteinte. Donc, on aura des troubles de la relaxation. À un stade avancé, on aura même la fonction systolique qui sera défaillante aussi. Parce que c'est vrai au début hypertrophie, mais à un stade ultime, avancé, l'hypertrophie va se transformer en dilatation. Vous voyez, lorsqu'on étire, donc ça c'est selon la loi de Starling, étirement d'un élastique, et à un moment donné, avec l'élastique, il va lâcher. Donc elle a kiff, voilà. La situation est dedans. Donc, qui va dans 30% des cas, on a une obstruction. Voilà, obstruction. Et l'obstruction, bon, c'est la localisation elle peut être soit sous-aortique ou là, médio-ventriculaire, mais souvent elle est sous-aortique. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va, avec le septum, hypertrophie, il va provoquer une obstruction. Il y a une l'aorte. Ou il a une obstruction de l'aorte, le VG ne peut pas pomper du sang, ne peut pas envoyer un débit cardiaque vers l'aorte. L'aorte a des distributions. Donc, il a mal c'est très très grave. Très très grave. Bien sûr, lorsqu'on a une hypertrophie septale majeure, donc la valve aortique, donc le volume d'éjection systolique, mais éjecté facilement. Voilà, le débit cardiaque, il va vraiment être très diminué. Voilà. Avec technique la notion de SAM, c'est quoi? C'est Systolic Anterior Motion, c'est-à-dire lorsqu'on a encore une fois une hypertrophie septale majeure, ou un mouvement
systolique antérieur du grand feuillet mitral. Donc vous pouvez imaginer donc un mouvement le feuillet mitral, voilà, ce qui fait ça va entraîner la situation une insuffisance mitrale, le SAM. Voilà, le feuillet mitral il va bouger, on va dire, pendant la systole. Voilà, à cause de cette hypertrophie septale majeure, voilà, hypertrophie, etc. Donc voilà, ça va provoquer une insuffisance mitrale, une atteinte de la valve mitrale qui va avoir un mouvement pendant la systole. Voilà. Alors, les 4 tirés qu'on a ici, c'est-à-dire augmentation des besoins en oxygène. Pourquoi? Parce que le cœur, il est en train de fournir un effort plus important que d'habitude. Donc bien sûr, les besoins ils vont augmenter. Donc il travaille beaucoup, une récompense. Mais dans ce cas, malheureusement, chacun a de la récompense. Alors, également, atteinte microcirculatoire coronaire. Voilà, la microcirculation, les petits vaisseaux coronaires, qui sont atteints à cause de l'hypertrophie, à cause voilà, du changement, de la désorganisation architecturale du myocarde. La mauvaise perfusion diastolique, voilà, on avait dit il va y avoir un trouble de la relaxation, la fonction diastolique elle est atteinte, le cœur n'arrive pas à se relâcher et du coup il ne se remplit pas suffisamment. Ensuite, et comme dernier point, on a l'augmentation de la tension pariétale. Ça, c'est dans le cas d'une cardiomyopathie hypertrophique obstructive. On a une tension très importante parce qu'on a une obstruction de la valve aortique. Et normalement, pendant la systole, la valve aortique, elle s'ouvre pour que le VG puisse éjecter son volume d'éjection systolique. Et voilà, donc il peut pas faire ça. Ça va provoquer une augmentation de la tension pariétale. Alors, toutes ces on va dire, ces notions, bien, alors tous ces points-là, on va dire, vont aggraver la symptomatologie et vont être à l'origine d'un angor très important. Et l'insuffisance cardiaque diastolique, elle va être à l'origine d'une dyspnée. Voilà. Diagnostic positif. Comment poser le diagnostic? Alors, on a bien sûr, surtout dans le cadre d'une CMHO, une cardiomyopathie hypertrophique obstructive sarcomérique, donc une cause génétique, on va la détecter surtout chez un sujet jeune. Donc, le patient est vraiment jeune, hein, donc 15, 16, 17, 18 ans, voilà. Donc, une histoire familiale, voilà, dans la famille, un homme. Parce qu'on avait dit, il y a un gène, une mutation autosomique dominante. Donc, sur le plan fonctionnel, le patient a encore une dyspnée, même syncope d'effort, parce qu'on avait dit la baisse du débit cardiaque. Le patient, donc, il va consulter pour ces causes-là. Voilà. Sur le plan physique, on va trouver un souffle systolique au niveau du foyer aortique, parce que c'est donc le souffle systolique, c'est-à-dire RAO, un rétrécissement aortique, à cause de l'obstruction, bien sûr. Un bruit de galop, ça témoigne de l'insuffisance cardiaque. Il y a des bruits surajoutés, le B3. À l'ECG, on va trouver une HVG majeure dans ce cas, une onde de Q de pseudonécrose, des troubles de la repolarisation parce que le cœur ne se relâche pas et la fonction diastolique elle est atteinte, voilà. Et voilà, donc l'onde de Q de nécrose, pseudonécrose, donc c'est une pseudonécrose à cause de quoi? À cause de l'ischémie, parce qu'il y a une mauvaise perfusion diastolique et on sait que la perfusion du cœur, elle se fait pendant la diastole. Et bien si on a une atteinte de la diastole, ben, le cœur ne va pas bien se nourrir, on va dire. Il va pas avoir une bonne perfusion. Donc on aura une pseudonécrose. C'est pas comme une ischémie vraiment du syndrome coronarien, mais dans ce cas, ça ressemble à une nécrose. Donc voilà, il se nourrit pas correctement, alors qu'il fournit un travail énorme. Alors, c'est très important de faire un Holter ECG. C'est encore une fois pour surveiller les complications, éviter, donc bien sûr prévenir surtout les complications, les troubles du rythme, la fibrillation ventriculaire. Je vous le patient, est-ce qu'il y a des troubles du rythme? Là, pour savoir quelle prise en charge avoir, ça c'est encore une fois prévenir et bien sûr améliorer le pronostic du patient. À l'ETT, l'échocardiographie transthoracique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une HVG qui marque, on a asymétrique. Asymétrique, yani
elle va être prédominante au niveau du côté gauche. Voilà, on va dire comme ça, dans le côté gauche. Le septum, bien sûr, épaisseur très importante supérieure à 15 mm. Un gradient de pression entre le VG et l'aorte, qui va connaître le systolic anterior movement, c'est-à-dire la valve mitrale, qui va voilà, avoir un mouvement pendant la systole et ça va provoquer une insuffisance mitrale qu'on peut détecter à l'auscultation. Ensuite, la fonction systolique qui peut être normale et elle doit être normale parce que bon, ça c'est dans le cas d'ailleurs parce qu'il y a une hypertrophie, donc normalement le cœur il éjecte du sang parce qu'il est hypertrophié, donc il éjecte du sang, mais c'est vrai que le débit il compte plus bas parce qu'il ne se remplit pas correctement. Mais la fonction systolique non, c'est-à-dire le cœur il se contracte, vous voyez, voilà, donc ça c'est dans un stade normal, mais dans un stade très avancé elle peut avoir complètement la dilatation. Voilà, souvent systolique, la fonction systolique qui est atteinte. Voilà, donc la fonction systolique, souvent la fonction diastolique qui est atteinte. D'accord, parce que voilà, il se remplit pas bien, il se relâche pas bien parce qu'il est hypertrophié, il est en pression, il ne fait que travailler. On peut imaginer ça comme ça. À l'IRM, c'est un examen plus précis, plus performant. Il va nous permettre de bien évaluer anatomiquement et fonctionnellement le ventricule gauche, voir son anatomie. Encore une fois, ça nous permet de prévenir les complications. Est-ce qu'il y a de la fibrose? C'est une notion très importante. Ça évalue le degré de remplacement fibrotique. Est-ce que la structure, le tissu cardiaque, oui, il se remplace par de la fibrose. Voilà. C'est un élément pronostic majeur. Il est quand on a la fibrose, on a une fibrillation ventriculaire, FV, et vous imaginez la FV, c'est l'arrêt cardiaque et donc une contraction anarchique, le cœur il va trembler et voilà, donc l'arrêt cardiaque et la mort subite. Donc déjà on a de la pathologie complètement, c'est la première cause, c'est la qu'est-ce qu'on a dit, donc on a la complication majeure TH. Voilà, c'est la première cause de mort subite chez le sujet jeune sportif. Voilà. Pour ne pas commettre des erreurs. Alors, diagnostic différentiel. Donc, on a augmentation de la tout ce qui augmente la post-charge. Le rétrécissement aortique, la coarctation de l'aorte, une HTA sévère. Dans ce cas, généralement, l'hypertrophie, elle est symétrique et ne dépasse pas 15 mm. Également, chez le sportif de haut niveau, on a souvent hypertrophie symétrique adaptative due à le sport de haut niveau, c'est comme les bras, voilà, les muscles, ils vont s'hypertrophier. Et donc, le corps, c'est un muscle. Donc, il qui va s'hypertrophier. D'ailleurs, il va être le débit cardiaque. Donc, c'est tout à fait normal. Le travail il a augmenté, donc il va s'hypertrophier. C'est une adaptation. Mais si il arrête le patient, par exemple, pendant 6 mois, on aura la régression. Voilà. HTA avec calcification de l'anneau mitral avec obstruction. Voilà. Donc, dans ce cas technique, malheureusement, une atteinte, c'est un diagnostic différentiel plutôt, donc on doit éliminer pour ne pas dire c'est une cardiomyopathie hypertrophique. Voilà, il faut éliminer ça d'abord, à les 3 étiologies, pour dire il s'agit d'une cardiomyopathie hypertrophique. D'accord. Alors en pratique, il faut rechercher une amylose AL. C'est quoi une amylose AL? C'est elle est également appelée une amylose primitive. Alors cette maladie, il va y avoir une accumulation dans plusieurs organes. C'est pas que dans le cœur. Des dépôts de substances amyloïdes. Voilà, ce sont des chaînes légères. Voilà, AL, ce sont des chaînes légères monoclonales. Voilà, chaînes légères d'anticorps. Et ils vont se déposer un petit peu partout. Donc ils vont constituer des fibrilles qui sont insolubles. Et donc ça, c'est dans le cadre d'une maladie la maladie de Waldenström. Voilà. Et donc, on peut le trouver même au niveau du rein. Voilà. On fait une scintigraphie osseuse pour l'amylose TTR. Donc, c'est un autre type technique d'amylose qui peut provoquer, dans ce cas, une cardiomyopathie hypertrophique. C'est des dépôts. C'est des dépôts techniques amyloïdes. C'est une protéine qui est appelée transthyrétine. Voilà. Transthyrétine qui va provoquer c'est une maladie systémique encore une fois qui peut toucher n'importe quel organe, système nerveux, les reins, les yeux, le cœur, voilà. Elle doit surtout chez les sujets jeunes, mais voilà, entre 30 et 40 ans, voilà, souvent on a les sujets entre 30 et 40 ans.
On a également la maladie de Fabry. Alors cette maladie, on aura donc surcharge en sphingolipides. Donc elle est associée à... C'est un trouble héréditaire en réalité du métabolisme lié au chromosome X. Donc ça va provoquer un déficit en alpha-galactosidase A. C'est une enzyme. Ce qui fait, il va y avoir donc accumulation les céramides. Voilà. Les sphingolipides, etc. Donc voilà, donc les lipides complexes. Très bien, donc ce qu'il faut vraiment chercher, c'est ça, c'est en pratique. En pratique, on va rechercher ces pathologies-là, la maladie de Waldenström, l'amylose TTR, en faisant une scintigraphie. Surtout ça, c'est bien sûr normal, c'est lorsqu'on a des signes qui nous orientent, des signes évocateurs. La maladie de Fabry, due à un déficit de l'enzyme alpha-galactosidase lysosomiale, par mutation d'un gène, le GLA, voilà, qui est situé sur le chromosome X. C'est pour ça qu'elle est reliée à un chromosome X. Surtout, donc, dans ce cas, il faut la rechercher surtout chez les hommes de plus de 30 ans. Voilà, donc ça, c'est en cas de transmission mère-garçon. Voilà. Et on a plusieurs autres étiologies, bien sûr, qui sont recherchées en cas de signes évocateurs, encore une fois. Donc, ce sont les signes, soit cliniques ou là, des examens complémentaires qui vont nous orienter. Voilà. Enfin, la prise en charge. Alors, bien sûr, avant tout, c'est très important. C'est un arrêt systématique de toute activité sportive de haut niveau et éviction de certains sports de loisirs. Bien sûr, qui nécessitent des efforts brusques. Voilà, la musculation, mais vraiment la course, n'importe quel. Donc, un examen de haut niveau, un examen qui nécessite un effort très important. Voilà. Ensuite, on va avoir bien sûr un traitement médical qui va être basé surtout sur des inotropes négatifs parce qu'on a dans ce cas une contraction excessive, on va dire. Voilà, donc le cœur, il doit se relâcher un petit peu. On va donner des bêta-bloquants et associé au disopyramide, qui est un anti-arythmique, il est très intéressant dans ce traitement. Et si on a une contre-indication au bêta-bloquant, on va passer aux inhibiteurs calciques. C'est-à-dire, il ne faut pas associer, non, parce que des effets qui sont plus ou moins similaires, donc il ne faut absolument pas associer les bêta-bloquants aux inhibiteurs calciques. Si on a une contre-indication au bêta-bloquant, on peut passer aux inhibiteurs calciques. Voilà. Et on a le disopyramide, qui est un anti-arythmique qu'on peut associer au bêta-bloquant, donc c'est très intéressant comme traitement. Surtout dans le cadre d'une cardiomyopathie hypertrophique obstructive qui est symptomatique. Donc voilà, le traitement, il est très intéressant dans ce cas. Voilà. Ensuite, on a la thérapie de réduction septale. Ça, c'est très intéressant comme traitement. Soit il est interventionnel ou chirurgical. Alcoolisation, c'est un traitement interventionnel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va provoquer un syndrome coronarien, donc complètement une nécrose. On va obstruer les artères, les branches septales qui, bien sûr, vascularisent le septum, qui est très hypertrophique dans ce cas d'une hypertrophie. D'une cardiomyopathie hypertrophique, donc déjà je finis l'épaisseur, le septum elle a dépassé 15, 20, 30. Dans ce cas, on va faire de l'alcoolisation, donc on va provoquer une nécrose tout simplement. Voilà, voilà, ça se fait en interventionnel. Et le patient il est réveillé, donc il y a juste une anesthésie locale, et puis une fois le patient malheureusement qui a des douleurs, et là on peut dire ben, voilà, le traitement il est efficace parce que il est en train de subir une nécrose tout simplement. Ensuite, la méomectomie, c'est quoi? C'est une mectomie, ectomie, c'est une ablation, par définition. Myome, c'est le muscle. Donc en fait, chirurgicalement, le médecin cardiologue chirurgien, il va chirurgien vasculaire, voilà, cardiaque. Donc il va ouvrir et il va donc il va enlever l'épaisseur avec Camel, voilà. Pour réduire l'épaisseur, il va par chirurgie tout simplement. Je crois qu'il complètement, c'est ça. Il avec la partie le cœur ou là, le septum plutôt, qui est hypertrophique. Voilà. Ça, oui, de la thérapie de réduction septale, parce que ça concerne le septum. Voilà, c'est le septum qu'on va soit faire une ablation, ablation complète bien sûr, mais on va réduire le septum, l'épaisseur théo, yani ou l'alcoolisation. Ça, c'est dans le cadre d'une cardiomyopathie hypertrophique obstructive qui est
très symptomatique malgré un traitement médical adéquat. Donc c'est un cas qui est rebelle, bah, ça ne répond pas au traitement. Ensuite, on va bien sûr traiter les complications. C'est très important, prévenir la complication majeure de cette pathologie qui est la mort subite en implantant un défibrillateur qui va choquer le cœur en cas de fibrillation ventriculaire par exemple, surtout bien sûr le traitement étiologique si on trouve l'étiologie et le conseil génétique dans le cas d'une étiologie génétique. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon. Pour terminer, l'évaluation du haut risque de mort subite, comment est-ce qu'on va l'évaluer? Si on fait un ECG holtérien, on trouve que le patient il fait des épisodes d'une TV ou la FV, c'est-à-dire tachycardie ventriculaire ou la fibrillation ventriculaire. Lorsqu'on fait une IRM, on va évaluer donc anatomiquement, fonctionnellement la fibrose surtout. Et enfin, l'obstruction firoha fi haddi datidha, c'est ça témoigne d'un mauvais pronostic malheureusement. Et bien sûr, si on a un patient qui ne répond pas au traitement, un traitement non efficace, là, c'est un haut risque de mort subite. C'est-à-dire, c'est très important d'évaluer la mort subite du patient pour la prévenir. C'est très important. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère avoir été claire. Inch'Allah, tout la vidéo, mais tout ce qui a été présenté. Et donc, vous trouvez n'importe quelle faute ou quoi que ce soit, veuillez m'excuser et me corriger. Donc, je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage.